Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. بطبيعة الحال إلى برنامجنا الأساسي لهذا اليوم، وهناك عروض جد قيمة سنبدأها بعرض أساسي تعذر على صاحبه أن يحضر معنا، هو الأستاذ جامع بيضة، أستاذ التاريخ، ويمكن أن نقول بأنه أسميه جزافا شخصيا أبو الأرشيف المغربي، لأنه أول شخص يعني يقوم أو ينهض بمؤسسة أرشيف المغرب، ومداخلته هي مداخلة مسجلة لأنه تعذر عليه الحضور لأنه خارج المغرب، وعرضه سيكون حول مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان في فكر محمد حسن الوزاني. أدعوكم لمتابعة هذه المداخلة قبل أن ننطلق أو قبل أن نواصل مع المداخلات الأخرى. شكرا لكم. Avant tout, je dois m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous. Des obligations d'ordre professionnel font que je serai loin de Rabat. Mesdames et messieurs, honorable assistance, je souhaiterais vous parler aujourd'hui des idéaux de démocratie et des droits de l'homme dans la pensée de Mohamed Hassan El-Ouazzani. Parmi les pionniers du mouvement national marocain, Mohamed Hassan El-Ouazzani se distingue par son attachement indéfectible aux idéaux de démocratie et de droits de l'homme. Le fait de retrouver ces principes bien ancrés dans son projet politique mérite une attention particulière que nous nous proposons d'étayer dans la présente communication en revisitant ces manifestations majeures au fil d'un parcours politique et intellectuel hors du commun. Tout au long de ce parcours, l'engagement de l'homme peut être appréhendé par le biais d'une expérience exceptionnelle dans le journalisme qui n'était pas, de son point de vue, une profession anodine, mais bien une tribune pour la défense des idéaux de liberté susceptibles de secouer à la fois le joug du colonialisme et les carcans du passéisme. L'analyse de son apport dans des publications comme Maghreb, L'action du peuple, La volonté du peuple, ou plus tard Démocratie, Al-Ra'i al-Am, Al-Dustour ou Al-Siyasa, fait ressortir que Mohamed Hassan El-Ouazzani a été, sans conteste, un avant-gardiste de la modernité et des idéaux des droits de l'homme dans un environnement qui n'était pas toujours favorable à une telle évolution. Outre la presse, d'autres sources bibliographiques et archivistiques compléteront et enrichiront mon propos. Mais d'emblée, dans quelle formation a été pétri cet homme dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire? Il est né à Fès à la veille de l'instauration du protectorat et a eu la chance d'avoir acquis très tôt une double formation en langue arabe et en français, ce qui aura un impact indélébile sur son horizon culturel et l'accompagnera durant son long parcours professionnel et politique. Après avoir fréquenté le MSID, comme la majorité des enfants musulmans de son milieu, il a fait ses premières classes primaires et secondaires dans sa ville natale avant de rejoindre le lycée Gourou à Rabat. C'est à partir de 1927
qu'il entame sa vie estudiantine à Paris, notamment à l'école des langues orientales et à l'école libre des sciences politiques. Déjà fort éveillé, alors qu'il se trouvait au Maroc, le séjour en Europe n'a fait qu'aiguiser davantage sa curiosité et sa volonté de jouer un rôle important dans le devenir de son pays qui ont duré sous la tutelle coloniale. Surtout que le contexte général du Maroc et du monde ne pouvait le laisser indifférent. Les héros de la guerre du Rif, ou plutôt les échos de la guerre du Rif, entre 1921 et 1926 à travers le monde, avaient hissé la question marocaine au premier plan de l'actualité maghrébine, musulmane et internationale. C'est ainsi que dès 1929, il est élu secrétaire général de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, une responsabilité qui a favorisé l'élargissement de ses contacts aussi bien avec des militants nationalistes arabes qu'avec des leaders de formation politique française et européenne. La promulgation au Maroc du Dahir dit berbère, avec l'objectif évident de diviser pour régner, n'a fait que cimenter les rangs d'une élite marocaine citadine décidée désormais à sortir de l'attentisme. C'est dans ce contexte qu'El Ouazzani a tissé des relations professionnelles et amicales avec l'avocat et journaliste socialiste français Robert Jean Longuet, arrière-petit-fils de Karl Marx. Les deux militants lancèrent à Paris une revue intitulée Maghreb et qui a constitué une précieuse tribune pour le nationalisme marocain de 1932 à 1936. Paru à la suite de la politique répressive suivie par les autorités coloniales du protectorat au Maroc consécutivement au Dahir du 16 mai 1930, El Ouazzani y a publié des dizaines d'articles dénonçant les visées du dit Dahir et traitant des tares, différentes tares de l'administration coloniale, tantôt sous son vrai nom, tantôt sous ses initiales ou pseudonymes comme Fatah al-Maghrib, al-Maghribi, le correspondant marocain. Cet abondant corpus a constitué l'essentiel des doléances du comité d'action marocaine présenté en décembre 1934 aux autorités françaises et au sultan, sous le titre de Cahier des revendications du peuple marocain. Mohamed Hassan Ouazzani faisait partie des 10 nationalistes qui ont signé ce document, mais il n'échappait pas aux observateurs avertis que le style du texte, sa structure moderne et ses idées libérales étaient bel et bien celles du grand journaliste El Ouazzani, dont on connaissait déjà les empreintes éditoriales, rédactionnelles, dans les colonnes de l'Action du peuple, de la volonté du peuple ou dans la revue Maghreb. Dans toutes ces publications, El Ouazzani ne se lassait pas de rappeler au pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il avait l'obligation morale d'appliquer au Maroc, pays sous protectorat, les idéaux de démocratie et les valeurs humanistes de la Révolution française de 1789
incarné par la célèbre devise « Liberté, égalité, fraternité », devise reposant sur les principes fondamentaux issus du mouvement des Lumières. La délégation des 10 signataires du cahier des revendications était idéologiquement hétérogène. Il n'a pas tardé à se fissurer en 2 clans qui ont donné à partir de 1937 Al-Hizb al-Watani d'Al al-Fasi et Al-Haraka al-Qawmiya de Mohamed Hassan al-Wazzani. Ce dernier mouvement, Al-Haraka al-Qawmiya, a fait aussitôt paraître un journal en langue arabe, Ad-Difa', la défense, qui, dès ses numéros 2 et 3, datent respectivement du 7 et du 14 septembre 1937, publia une version arabe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle déclaration que le maréchal Lyautey, premier résident général de la République française au Maroc, avait refusé en 1924 d'autoriser l'affichage de sa version française dans les lieux publics. Pourtant, version française, pourtant peu accessible à la majorité des autochtones qui ne maîtrisaient pas encore cette langue. La traduction arabe parue dans le journal Ad-Difa', œuvre d'Al-Wazzani, est très probablement la première du genre à être diffusée au Maroc. Elle met en évidence l'esprit libéral d'Al-Wazzani, l'esprit libéral qu'il tente, que ce pionnier du nationalisme marocain tente d'insuffler à sa formation politique et à propager parmi ses compatriotes marocains. Mais cet élan généreux d'Al-Wazzani n'a pas tardé à être sapé par la répression qui s'abat sur le mouvement national au lendemain des événements de Meknès consécutifs au détournement des eaux de l'Oued Boufkran au profit d'une minorité de colons et aux dépens des intérêts vitaux de la grande masse de la population marocaine. Victime de cette répression, Al-Wazzani a été exilé au sud du Maroc au début de novembre 1937, loin de sa famille et de toute activité journalistique ou politique. Cet éloignement n'a pris fin qu'en mai 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Mais les neuf années d'exil n'ont point ébranlé Al-Wazzani dans ses convictions libérales et ses aspirations pour l'émancipation de son pays. Aussitôt après sa libération, il a fondé une formation politique dont l'appellation est à elle seule tout un programme, le PDI, le Parti démocrate de l'indépendance. La couleur est donc annoncée, démocratie et émancipation, un programme adapté au Maroc et aux Marocains, aussi bien dans le contexte colonial qu'après le recouvrement de l'indépendance. Et ces valeurs ne sont pas uniquement d'ordre politique, mais également d'ordre économique, social et culturel. Les journaux mis au service de cette vision éclairée sont Ar-Ra'i al-Am, créé en 1947, Ad-Dustour, créé en 1962, Démocratie ou encore As-Siyasa, sont autant de jalons de continuité de l'œuvre entamée avant-guerre, mais toujours aussi vivace sous la bannière des idéaux de démocratie et des droits de l'homme dans l'esprit de Hassan al-Wazzani.
le grand visionnaire Mohamed Hassan al-Wazzani sera bien déçu. Il sera bien déçu par l'évolution politique de son pays après l'indépendance. Mais contre vents et marées, il est resté fidèle à ses convictions jusqu'à son dernier soupir le 9 décembre 1978. Puisse sa pensée servir de source d'inspiration pour les générations futures. Je vous remercie. شكرا جزيلا للأستاذ جامع بيضاء الذي بطبيعة الحال حدثنا انطلاقا من مقاربته التاريخية عن السي محمد بن الحسن الوزاني، ويعني نوعا ما نقل لنا حياته الأساسية أو المؤثرات الأساسية التي خضع لها عندما عاش في فرنسا والتقى بنخبة من الرجال الذين كانوا يعني قد اقتنعوا واعتنقوا فكر الأنوار بصفة عامة. ولكن يمكن أن نقول أيضا أن السي محمد بن الحسن الوزاني هو كان من النماذج الفريدة التي حققت تثقفا ناجحا، فبالرغم من انفتاحه عن الثقافة الغربية بصفة عامة وإدراكه لتيارها الجارف، إلا أنه بقيت له هذه الرؤية أيضا المتشبثة بتاريخ المغرب والمتشبثة بحضارة المغرب، وكان يعرف جيدا أن الفكر الغربي بصفة عامة له حدود، وأنه لا يمكن إسقاطه على بيئة هي البيئة المغربية على مستويات متعددة. ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا وكان فيه العالم يتحدث عن الخطاب الجمهوري الذي بطبيعة الحال يغرق في يعني الاقتناع واعتناق المبادئ الأساسية التي قامت عليها الثورات في الغرب، نجد عند السي محمد بن الحسن الوزاني رؤية خاصة تتشبث بطبيعة الحال بإقامة حكم ديمقراطي في المغرب صالح، ولكن في دائرة ملكية دستورية عصرية، وبالتالي هو يحدد منطلقاته الأساسية ويدرك جيدا أن الحاجة ليست هي نفس الحاجة في الغرب، ويمكن أن نقول بأن هذا من النماذج يعني الناجحة بالنسبة لبلادنا في مجال التثقف بصفة عامة. يحضر معنا أيضا، شكرا للسي جامع بيضاء، ولكن يحضر معنا هذا الصباح الأستاذ سي مصطفى بوعزيز. وأقول سي مصطفى بوعزيز لكي أقدمه أولا، هو مؤرخ ومدير سابق للمركز المغربي للعلوم الاجتماعية وأستاذ التعليم العالي بجامعة حسن الثاني بالدار البيضاء. ولكن أقول هو إلى جانب مفكرين آخرين بطبيعة الحال أذكر منهم وأشكره أيضا السي معروف الدفالي الذين يتقاسمون كتابة التاريخ على مستوى مدينة الدار البيضاء، والذين هم شكلا معا منارة أساسية في كتابة التاريخ بمدينة الدار البيضاء، وفي نقل هذه المعرفة الأساسية المعرفة التاريخية العلمية خاصة المتعلق منها بما هو معاصر نقلوها إلى الجامعة المغربية. وأقول بأنهم هم الذين قادوا بالنسبة لمدينة الدار البيضاء المدرسة التاريخية على مستوى كلية الآداب في مدينة الدار البيضاء. فعندما يحضر أحدهما إما السي مصطفى بوعزيز أو السي معروف الدفالي الذي يحضر معنا أيضا، أقول بأنه الإنصات إلى قراءة جديدة للتاريخ تكون حاضرة. العرض الذي سيقدمه أو مداخلة السي مصطفى بوعزيز والتي ستكون باللغة الفرنسية هي حول الحقول السياسية المغربية وإشكالية إنتاج المشترك. شكرا أستاذ على الحضور وتفضل. شكرا أستاذ قرقي على كلمات طيبة. سأقدم هذه المداخلة بالفرنسية، وسأدبجها مجموعة من ملاحظاتي وخلاصاتي خلال هذا البحث التاريخي الذي قمت به، ومعذرة إن كنت سأكون في بعض الأحيان نقديا، لأن هذا دور المؤرخ. دور المؤرخ هو أن يعالج الأمور ببعد تاريخي انطلاقا من منظومة شارحة هي المنظومة التي أدافع عنها، وهي بطبيعة الحال خاضعة للنقاش، خاضعة للتفكيك الأكاديمي. فإذا
انطلق في مداخلتي. Mohamed Hassan Louazani est un des leaders nationalistes marocains de la première heure. Il était un homme politique, un homme d'action, dont l'arme privilégiée était la plume. Même un ensemble de ses livres, c'est La guerre de la plume, Harb al-Qalam. Ses écrits étaient prolifériques. Ses combats étaient multiples et ses discours étaient structurés autour de la centralité du lien de droit. Il s'est présenté, et on l'a présenté, comme libéral, démocrate, monarchiste, panarabiste, mais aussi fervent défenseur de la centralité de l'islam, dans la structuration aussi bien de l'État que de la société. Centralité du lien de droit et centralité de l'islam, deux choix idéologiques dont l'articulation ne pouvait être que problématique. L'action politique de Mohamed Hassan Louazani et surtout ses écrits reflètent la complexité de l'articulation. Celle-ci jette les bases d'une pensée qui nous semble inachevée, bloquée par de nombreuses hésitations. En dépit de ces hésitations qui n'étaient pas propres à Mohamed Hassan Louazani, parce qu'elles étaient communes à toute la mouvance marocaine de libération nationale, les écrits, voire même arabes, les écrits de Mohamed Hassan Louazani ont une saveur particulière et beaucoup d'idées et de propositions qui y sont développées sont encore d'une brûlante actualité. On a déjà revisité dans des précédents colloques et ici dans ce lieu-là des idées à Mohamed Hassan Louazani sur la démocratie, la révolution par en haut et d'autres concepts qu'il avait développés. Nous nous proposons dans ce colloque d'explorer l'idée d'unité des nationalistes. Il est à double titre d'actualité. Au niveau de l'histoire de la mouvance de libération nationale marocaine, l'histoire des formations politiques de cette mouvance peut presque se confondre avec celle de sécession partisane. C'est un fait de structure. Au niveau de la conjoncture actuelle, l'affaiblissement et la marginalisation de la mouvance de libération nationale dans le champ politique actuel posent la question d'une forme d'unité d'action pour un retour possible au centre du champ politique. La mouvance marocaine de libération nationale est-elle réfractaire à l'unité? Le scissionnisme, l'exclusivisme sont-ils des faits de structure ou seulement des comportements conjoncturels d'acteurs politiques mal inspirés? Nous essayerons, dans cette communication, de revisiter les écrits et les positionnements de Mohamed Hassan Louazani sur ce sujet dans un premier temps, et dans un deuxième, on s'aventurera à déconstruire les comportements des générations successives de la mouvance nationale de libération marocaine. Mohamed Hassan Louazani et l'unité, je dirais sur ce thème-là, le terme d'unité dans la compréhension des intelligentsias nationalistes de la troisième décennie du XXe siècle recouvre des acceptions différentes. Celle de la salafia marocaine, vocalisée par l'expression Datun Wahida, une seule entité, et celle du lexique de la Révolution française, définissant la nation comme une et indivisible. Comme tous les emprunts de la culture occidentale, spécialement française, la notion d'unité oscillait dans son emploi discursif entre les deux registres. Mohamed Hassan Louazani, collaborateur de la revue Maghreb à Paris à partir de 1932, directeur du journal L'Action du Peuple, organisateur de la première fête du trône en 1933,
rédacteur des plans de réforme en 1934, allait faire, en 1937, la mère découverte de la complexité de la mise en œuvre de la belle idée d'unité. En effet, des manifestations de 1930 à essence culturelle et identitaire émerge une mouvance politique nationaliste qui tend vers la modernité. Elle dénonce le fait colonial et surtout la mise en minorité des Marocains et réclame la réforme du système du protectorat français en instituant l'égalité entre Européens et Marocains et en accordant à ces derniers les libertés collectives et individuelles. Naturellement, la mouvance émergente enfanta un parti politique. Il fallait le structurer, l'organiser comme un outil d'action civile et le doter d'une direction forte, charismatique et clairvoyante. Mohamed Hassan El-Ouazzani, un des principaux leaders de ce parti naissant, proposa la désignation des responsables par vote secret. Il ne fait pas élu président. Alla El-Fassi le devança dans le décompte des voix des cadres du parti. Il contesta le résultat et les manœuvres qui ont enrobé cette consultation. Il considérait que le climat créé par les amis de Alla El-Fassi était celui de complot et d'intrigue. Les votants, dont leur majorité, étaient, disait El-Ouazzani, des immaïstes, des suivistes, et non des membres responsables d'un parti moderne. Il faut rappeler que les instances dirigeantes de ce parti naissant se nommaient à l'époque At-Ta'ifa et Az-Zawiya. Ces désignations révélaient non seulement par leur connotation sémantique, mais culturelle, la mentalité communautariste découlant du salafisme marocain. Les attributs d'un parti moderne étaient encore balbutiants au sein de cette formation émergente. Mohamed Hassan El-Ouazzani aurait-il agi par ignorance en proposant le vote, quoique secret, ou par volontarisme opiniâtre visant à forcer les évolutions et à provoquer des ruptures modernistes? Peut-être un peu des deux. Choqué de la persistance de la culture des immaïstes, Mohamed Hassan El-Ouazzani choisit de fonder un nouveau parti qui incarnerait les attributs modernistes, c'est-à-dire de la transparence, d'individualisme responsable et de compétition démocratique. Ainsi naquit la Haraka al-Qawmiya et le phénomène de scission partisane dans le champ politique marocain. Ce nouveau parti n'aura pas le temps de mettre en œuvre ses attributs modernistes. Il fut dissous et réprimé par le résident général, le général Noguès. Le parti rival subit la même chose et les deux grands leaders nationalistes, Mohamed Hassan El-Ouazzani et Alla El-Fassi, furent exilés et astreints à résidence surveillée pendant 9 ans, l'un à Idzer, l'autre au Gabon. Ces deux couples, unité, scission et conservatisme, modernité, allaient rythmer à nos jours l'histoire de la mouvance marocaine de libération nationale. En pleine Deuxième Guerre mondiale et après le débarquement des Alliés en novembre 1942 sur les côtes de l'Afrique du Nord et surtout après le passage du protectorat français au Maroc, du commandement du gouvernement de Vichy à celui de la France libre, des nationalistes marocains issus de la mouvance des années 30 entamèrent des démarches civiles pour la réclamation de l'indépendance. Des rencontres ont été organisées entre anciens membres du Parti national et de la Haraka Qawmiya, tous les deux dissous. D'un côté, et ces nationalistes et le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef de l'autre. Le but
était la rédaction d'un manifeste réclamant l'indépendance, à l'instar de celui des nationalistes du nord du Maroc, rendu public le 14 février 1943. La première mouture du manifeste projeté a été soumise à l'appréciation de Mohamed Hassan Ouazzani, malgré sa mise en résidence surveillée à Idzer. Hassan Ben Shkroun, un jeune militant du Parti national, réussit à lui remettre le projet de manifeste. Mohamed Hassan Ouazzani annota le texte et fit acheminer ses propositions par ses propres réseaux au rédacteur. Nous rappelons qu'on est dans une conjoncture de guerre et que les militants nationalistes agissaient dans la clandestinité. Leurs partis respectifs sont dissous. En dépit de l'enthousiasme créé par le débarquement des Alliés, l'état global des nationalistes tendait plutôt vers la faiblesse. L'unité d'action aurait été peut-être un outil de faire évoluer le rapport de force. Mais ce qui a été fait relevait d'un autre entendement. Les propositions de Mohamed Hassan Ouazzani ont été ignorées. La discussion avec le Parti communiste marocain reconstitué a été écourtée et les recommandations avisées d'un esprit libre comme celui d'Abderrahman Znebr ont été balayées. Le groupe de nationalistes qui dirigeait ces démarches publia un texte rendu public le 11 janvier 1944. Les amis de Mohamed Hassan Ouazzani publièrent leur propre manifeste le 13 janvier 1944. Quant aux militants marocains du Parti communiste marocain, ils participèrent en masse à faire signer par des Marocains de plusieurs régions des pétitions de soutien à la réclamation de l'indépendance qu'ils ont envoyées au sultan. Dans cette dispersion des intelligentsia, qui ne peut être appréhendée que par une déconstruction de la mentalité conservatrice, un événement majeur allait advenir, les 29 et 30 janvier 1944. Des Marocains de tous bords et de tout âge manifestèrent dans l'espace public à Salé, Rabat et à Fès. Ils réclamaient haut et fort l'indépendance du Maroc. Ils furent violemment réprimés par la 2e division blindée du général Leclerc, qui stationnait à Tmara. Et ce fut, pour cette division blindée, ses premiers faits d'armes. C'est de mater les nationalistes marocains. Des dizaines de milliers de Marocains furent tués et parfois enterrés en fosse commune. Ces anonymes, pour la plupart sympathisants des différentes sensibilités politiques, ont créé, l'espace de 2 jours, l'unité d'action. Ils ont signé par leur sang la réclamation de l'indépendance. Les intelligentsia, quant à elles, elles se sont engagées violemment dans des compétitions malsaines et dans des campagnes de dénigrement mutuel, à ce jour en polémique sur le nombre de manifestes, le nombre de signataires, et on continue au niveau officiel à ériger le 11 janvier en fête nationale chômée, en ignorant superbement les journées du 29 et 30 janvier. Là aussi, on est interpellé par le couple discours sur l'unité et pratique de la dispersion. Le Parti de la démocratie et de l'indépendance, le PDI, créé en juillet 1946, juste après le retour d'exil de Mohamed Hassan Ouazzani le 30 mai 1946, s'attela à la tâche de bâtir un parti moderne. Les attributs de clarté, de démocratie, de transparence et de responsabilité sont traduits dans ses objectifs proclamés, ses statuts et son programme. Néanmoins, son idéologie et sa culture politique restèrent tributaires de la complexité ambiguë de l'articulation entre la centralité du lien de droit, la centralité de l'islam et la centralité de la monarchie. En 1947, après le carnage de Derb el-Kébir, le 7 avril, et le discours du sultan à Tanger le 9 avril,
et la destitution du résident général, le libéral Éric Labonne, Mohamed Hassan Ouazzani entama, en compagnie de membres de la direction du PDI, une série d'entretiens avec l'intransigeant nouveau résident général Alphonse Juin. Au terme de ces entrevues, Ouazzani et le PDI rédigèrent le mémorandum du 23 septembre 1947. Un texte digne de figurer dans une anthologie politique. Un texte qui rappelle celui du plan des réformes de 1934, avec une insertion importante, la nécessaire marche vers l'indépendance. Deux remarques, interrogations, s'imposent à l'examen des démarches du PDI et du texte du mémorandum. Pourquoi les démarches n'ont pas été initiées du temps du libéral résident général Éric Labonne et de son plan de réforme? Deuxième question, pourquoi Mohamed Hassan Ouazzani n'a pas inscrit son projet de marche vers l'indépendance dans une démarche unitaire qui lui était très chère? Deux interrogations non encore élucidées. Certes, la conjoncture de l'après-guerre, les querelles de l'après-réclamation de l'indépendance et les frustrations des Marocains et de leur sultan quant à l'ingratitude des alliés eu égard du sang marocain versé à leur côté, peuvent fournir quelques éléments de réponse. Mais il nous semble que les comportements sociaux et politiques en conjoncture de crise et d'accélération de l'histoire ne sont intelligibles que par la déconstruction de la structure profonde intériorisée par l'inconscient collectif, c'est-à-dire la mentalité, dans son acception par la communauté scientifique des historiens. Nous donnerons quelques pistes dans ce sens dans notre deuxième partie. Cette conjoncture très particulière appelle quelques remarques. Le mémorandum du 23 septembre comporte un projet de constitution pour le Maroc, élaboré avec soin et écrit avec une précision d'un excellent juriste. Mais il est bâti sur le socle ambigu et complexe de l'articulation entre liens de droit, islam et monarchie. Il serait intéressant de comparer ce texte de 1947 à celui avant, c'est-à-dire le projet de constitution de 1908, et celui d'après, le texte de la Constitution de 2011, une permanence structurelle de plus d'un siècle. Le PDI prônait une double dynamique qui mettait en parallèle la confection d'une constitution par une sorte d'assemblée constituante et la préparation de l'indépendance par des mesures politiques et juridiques, durant une période transitoire de 2 ans. L'indépendance viendrait couronner la Constitution, une sorte de Constitution d'abord, même si Mohamed Hassan Ouazzani s'en défendait. Le parti de l'Istiqlal croyait que l'indépendance était imminente et prônait une indépendance d'abord. Il disait une constitution libre ne peut être élaborée sous occupation coloniale. Mais il participait, d'un autre côté, quand même, à la section marocaine du Conseil consultatif du gouvernement, donc sous l'égide du protectorat français et du général Juin. Quant au PCM, Parti communiste marocain, plus proche du PDI que du parti de Istiqlal, sa voix était étouffée aussi bien par l'un que par l'autre. Le général Juin engageait un bras de fer avec le sultan Sidi Mohamed et préparait la fermeture des champs politiques, sociaux et médiatiques. Encore une fois, le couple unité-dispersion émerge
des comportements collectifs et des pratiques des intelligentsia de la mouvance marocaine de libération nationale. Alors que les ultracolonialistes de la résidence générale française et des colons au Maroc préparaient la répression de toute organisation politique, syndicale et médiatique, ainsi que la destitution du sultan, quelques formations partisanes, dont le PDI, se concertaient pour l'institution d'une forme d'unité. Les dissensions du passé proche, faisaient surface. Sous le parrainage de la Ligue arabe et de l'émir Abdelkrim el-Khattabi, un front national est fondé à Tanger, zone internationale, le 9 avril 1951. Entre les deux partis de la zone khalifale, nord du Maroc, le Parti national des réformes et le Parti de l'unité marocaine, et deux partis de la zone sultanienne contrôlée par le protectorat français. Il s'agit des partis de la démocratie et de l'indépendance et des partis de l'Istiqlal. Le pacte du Front national comporte 12 clauses et déclare que l'indépendance est l'objectif prioritaire, et déclare aussi qu'aucune collaboration avec l'administration du protectorat n'est admise. Aucun parti signataire ne doit accepter de participer à un gouvernement mixte ou à des conseils locaux ou régionaux où participent Français et Marocains. La participation au conseil consultatif du gouvernement est bannie, donc contre l'Istiqlal. L'évocation de la Constitution en parallèle avec le cheminement vers l'indépendance est écartée, donc contre le PDI. On peut comprendre ces concessions mutuelles, mais ce qui est sujet à interrogation est la clause numéro 11. Elle stipule ce qui suit. Les partis signataires s'engagent à ne pas accepter la constitution d'un front uni avec les communistes marocains. Fin de la citation. On peut à la rigueur comprendre cela de la part du parti de l'Istiqlal ou du parti de l'unité marocaine dirigé par le cheikh Mekki Nasseri. Mais que cela vienne du PDI et de Mohamed Hassan Ouazzani, on attendait autre chose. Eux qui ont connu l'exclusion, la calomnie, voire les vindictes publiques, auraient dû refuser cette clause ou au moins la nuancer fortement. Au contraire, ils la défendaient et en prêtant aux communistes marocains des déclarations hostiles vis-à-vis de la Ligue arabe et de l'émir Abdelkrim el-Khattabi. Ce n'est pas convaincant pour moi. Dans la réalité des faits, le veto contre les communistes marocains venait des représentants de la Ligue arabe, membres du parti Wafd d'Égypte, et de Saïd Ramadan, représentant des frères musulmans à Tanger, qui parrainaient tous les deux la rencontre de Tanger. Au-delà des contraintes conjoncturelles des uns et des autres, le discours sur l'unité, quand il trouve une forme concrète dans le champ politique marocain, celle-ci est fragile, formelle et éphémère. Elle ne dure que le temps des roses. Alors, quelques éléments d'explication. Par ses ancrages multiples, sa pratique politique innovante et sa plume prolifique, Mohamed Hassan Ouazzani a ouvert plusieurs chantiers. La plupart sont encore d'actualité. Fonder un État national moderne, doté d'une constitution où la souveraineté et les pouvoirs émanent du peuple. Promouvoir une culture des droits humains, consolider le lien de droit et respecter les droits des femmes et des minorités, garantir la liberté de conscience, respecter les différences et valoriser la diversité, promouvoir un développement humain intégré et responsable et bâtir
l'unité maghrébine et arabe. Tous ces chantiers ne peuvent avoir un début de réalisation sans une forme efficace d'unité des forces du progrès. Ce qui ne s'est réalisé durant ces dernières 90 ans que de façon conjoncturelle, fragile et éphémère, comme des parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment immédiatement. Mohamed Hassan Ouazzani, comme l'ensemble des intelligentsia de la mouvance marocaine de libération nationale, hésite à opérer les ruptures nécessaires avec la mentalité conservatrice, qui encadre et commande les comportements collectifs, surtout en période de crise et d'accélération de l'histoire. On peut avancer brièvement quelques éléments d'explication. Premièrement, la centralité de la monarchie dans le système politique marocain n'a pas enfanté un système constitutionnel où la légitimité populaire est suprême à toute légitimité, fût-elle royale. Le champ politique marocain reste sous l'hégémonie d'un seul acteur, qui seul le structure et distribue les positionnements. La pensée politique marocaine entretient l'ambiguïté entre les notions d'Oumma, de nation, de patrie et de Watan. En dépit des textes et des statuts des formations politiques, l'amalgame entre parti et zaouia demeure. En matière d'unité, objet de cette communication, l'opposition entre unité fusionnelle découlant du soufisme malikite et l'unité fédérale fondée sur le respect de la diversité et des différences, cette opposition persiste et consolide l'unité fusionnelle comme idéal qui n'engendre à terme que des scissions et de l'éparpillement. Les intelligentsia, celles de l'État comme celles de la société, aspirent à produire ensemble une modernité endogène, marocaine, tamghrébite, mais leurs différentes dynamiques butent sur 3 seuils bloquants et avortants: la monarchie, l'islam, le panarabisme. La mouvance marocaine de libération nationale est aujourd'hui affaiblie, fortement concurrencée par d'autres mouvances: la mouvance monarchique, la mouvance islamiste, la mouvance amazigh. Mohamed Hassan Ouazzani, s'il était encore là, il aurait tranché les hésitations des intelligentsia et produit peut-être une pensée alternative. Merci. أولاً أشكر جزيل الشكر الأستاذ سي مصطفى بوعزيز على قراءة التاريخ بهذه أقول بهذا الجمال، أنا بهذا الجمال وبهذه القدرة على انطلاقاً من مقاربة فكر محمد بن حسن الوزاني، تقديم صورة تاريخية وعلمية حول التوافقات الكبرى التي كان على بطبيعة الحال على النخبة الوطنية آنذاك في الحركة الوطنية، ولكن أيضا على محمد بن حسن الوزاني مواجهتها، وهي التوافقات الفكرية الأساسية المحددة لكل فكر سياسي ولكل فكر أساسي وأيضا لكل فكر عملي. ويعني نوعا ما العرض الذي قدمه السي عزيز هو عرض فيه نوع من الاستمرارية ونوع من الربط فقط حتى على مستوى الحركة الدستورية منذ 1908 دستور 1900 إلى دستور 2011، ونفس المقولة الكبرى دائما حاضرة دون ما أن يتم الحسم فيها بشكل أساسي وبشكل علمي. وبالتالي هذه التوافقات التي كان من المفروض على جميع المثقفين بما فيهم محمد بن حسن الوزاني أن يقوموا بها، والتي كانت في بعض الأحيان تأتي على حساب إقصاءات وعلى حساب أمور سجلها التاريخ، وهي أمور كان يحضر فيها ما هو سلبي أكثر من أي شيء آخر. والإشكالية الأساسية هي إشكالية الوحدة، وحدة المثقفين، وحدة الفكر، وحدة الرؤى،
حتى وإن كان الهدف واحدا هو الاستقلال، ولكن دائما إشكالية الوحدة كانت دائما حاضرة وستبقى حاضرة، وإشكالية أيضا الانقسامات أو ظاهرة الانقسامات التي أصبحت موجودة عندنا في الحياة السياسية والاجتماعية إلى الحد الذي يدفع الباحث إلى القول: هل الانقسامات مكون من مكونات ثقافتنا، أم أن الانقسامات هي قدر، أم أن الانقسامات هي آلية بطبيعة الحال للوصول إلى أمور أخرى. أشكرك جزيلا مرة أخرى الأستاذ مصطفى على هذا العرض القيم، وكنت صادقا عندما قلت بأن المعرفة التاريخية في مدينة الدار البيضاء لابد أن يكون حاضرا فيها الأستاذ مصطفى بوعزيز، لأن هذه القراءة شخصيا لم أكن أعرف، حتى بالنسبة لوثائق الاستقلال لم أكن أعرف أن هناك 3 وثائق أخرى، ولكن أيضا أنا كسائر المغاربة نعرف فقط وثيقة 11 يناير 1944، ولا نعرف الوثائق الأخرى، ولم نكن نعرف الملابسات 5 وثائق، ولم نكن نعرف الملابسات التي أدت بطبيعة الحال إلى يعني الاقتصار على واحدة. لم نكن نعرف أيضا ما حدث للشيوعيين واستبعادهم، وهذا أمر مرتبط بطبيعة الحال بتاريخ المغرب الذي لا يتحدث عنه الكثيرون. شكرا للأستاذ مصطفى مرة أخرى. أقول بأن هذا العرض لابد أن يطبع ولابد أن يشكل يعني وثيقة أساسية، نعم، وأن يترجم وأن يشكل وثيقة أساسية من الوثائق التي تنشر في هذه المناسبة، خاصة هذه المناسبة. يحضر معنا عن بعد الآن بطبيعة الحال الأستاذ الجامعي سي محمد الطوزي، وسي محمد الطوزي يحضر معنا عن بعد، وهو أستاذ جامعي ومدير مندوب للبحث في معهد العلوم السياسية في أكس، وعرضه سيكون حول تصور النخب المستنيرة لدى محمد حسن الوزاني. مداخلته بطبيعة الحال ستكون باللغة الفرنسية، ولكن أولا لابد أن أشكره ولابد أن أحييه من هنا إلى هناك على قبوله المشاركة وعلى تخصيصه هذا الوقت لكي يتقاسم معنا هذه الأفكار. لك الكلمة، أفو لا بارول سي محمد. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا كنستسمح لأن ما قدرتش نحضر شخصيا، وكان باغي نحضر شخصيا ولكن كاين مشاكل نبقى المغرب هذا الوقت. دابور جو تيان غادي نتكلم بالفرنسية باش سمحتوا لي. بيان سور. Mon intervention va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, je remercie d'avoir insisté pour que je présente une communication sous forme d'hommage. Ça fait pratiquement 35 ans que j'ai publié mon premier texte de Hassan Wazani dans un livre qui est épuisé depuis, intitulé Penseur maghrébin contemporain, avec si Abdoufi El-Ansari, qu'on avait dirigé à l'époque, dans les années 90. J'ai repris un peu, travaillé sur Wazani dans mon dernier livre, qui est pas possible, 25 ans. Donc ce sont de larges, de vieux souvenirs que je vais essayer de restaurer du monde. Donc dans une quinzaine de minutes, je vais essayer de reprendre un peu un certain nombre d'éléments par rapport au thème de cette conférence, qui est le fait de Hassan Wazani, le précurseur. Je ne vais pas refaire la biographie de Sidi Hassan Wazani, des reprises dans long et en large, dans pas mal de textes. Mais je vais insister juste sur 2 choses. Une première chose, les 2 choses sont relativement invisibilisées et on n'arrive pas à mesurer leur impact sur la construction de sa pensée. La première chose qui est largement commentée, c'est son passage par l'Institut libre de sciences politiques, qui est l'ancêtre de Sciences Po Paris actuellement, même si les choses ont changé. Et je vais replacer, donc faire l'hypothèse que ce passage a été important, non pas dans la construction de sa pensée, qui est liée à d'autres référentiels, y compris le référentiel de sa naissance, de Fès, le référentiel marocain essentiellement, mais sur à la fois sa méthodologie,
son rapport au texte qu'il a étudié, et surtout son rapport à des idéologies qui étaient dominantes à l'époque au sein de Sciences Po, de l'école libre de sciences politiques. Le deuxième référentiel qui est important, c'est sa fréquentation de Shakib Arsalan. Et là aussi, bien sûr, Shakib Arsalan, un druze qui développe une conception particulière du nationalisme, qui a un certain nombre, qui a certaines distances par rapport aux formulations, j'allais dire, réformistes du nationalisme liées à la religion. Donc, c'est pas un laïc, il faut bien le préciser, mais c'est quelqu'un qui a pris, dans la formulation de son projet du nationalisme arabe, une certaine distance, une distance relative, pas celle de Michel Aflaq au départ, mais quand même une distance relative avec les sources, j'allais dire, religieuses du nationalisme. Voilà un peu ces deux. Bien sûr, je pense que ces deux remarques de départ interpellent chez nous un besoin d'aller faire de la recherche sur ces deux questions. Sur ces deux, parce que c'est des apports inédits par rapport au corpus des textes produits par le nationalisme marocain, qui ont d'autres sources aussi. Mais je pense que les thèses qui ont été, notamment la thèse de Sista, qui a été soutenue essentiellement à Aix ici, j'étais membre du jury il y a 30 ans, dans cette thèse, même cette thèse n'avait pas consacré assez à cette question du référentiel. Donc, sur le référentiel, je vais essayer très rapidement de parler un peu de la particularité du premier référentiel que je connais le mieux, celui des écoles libres de sciences politiques, avant de traiter du rapport de Sidi Hassan al-Wazani à la religion et de la part que prend la religion dans son projet politique, la manière dont il a associé le fait religieux ou l'idéologie religieuse à son projet politique. C'est un projet de société plutôt que son projet politique. Je ne vais pas parler de son projet politique, j'ai ni la compétence ni le temps pour le faire. Alors, par rapport à l'école libre de sciences politiques, je pense qu'il y a un élément important. C'est dans l'histoire même de l'école libre de sciences politiques, et je suis à la fin du XXe siècle, 1871, c'est qu'elle est le fruit de la combinaison à la fois de l'idéologie saint-simonienne, et de l'idéologie républicaine, qui est donc de la Deuxième République française. Et cette combinaison doit avoir un parti pris, doit avoir un parti pris extrêmement important, qui est une idéologie qui est centrée essentiellement sur le progrès comme valeur importante, comme valeur cardinale, comme horizon d'attente des sociétés, et surtout avec, bien sûr, que ne répond pas dans son travaux, l'idée de la conjugaison entre industrialisation, urbanisation et progrès. Et je pense que fréquenter ce lieu, être dans cet espace, était extrêmement quelque chose de très important dans le parcours de Sidi Hassan al-Wazani. Et je pense qu'il faut... La deuxième, pour ce qui est de Shakib Arsalan, je n'ai pas d'éléments pour l'instant, et je pense que c'est une des pistes qui serait très importante à explorer pour travailler sur un peu les ressources mobilisées Sidi Hassan al-Wazani. Maintenant, dans ses travaux, notamment son travail sur son livre sur l'islam, un de ses livres sur l'islam, ce qui m'avait intéressé, c'est la façon dont Sidi Hassan al-Wazani a mobilisé un auteur d'origine anglaise, mais qui est français, c'est Dupont White, qui est d'origine britannique, et qui est dans ce contexte de production un peu d'une idéologie, où l'idéologie marxiste est importante, parce qu'il fait son premier livre, Dupont White, qui s'appelle Du travail avec le capital, donc les relations du travail avec le capital, en 1846, donc on n'est pas loin du manifeste de Marx, et qui aussi va nourrir, j'allais dire, une production d'une intellectuelle qui serait moderniste, progressiste, donc la valeur progrès centrale, mais avec une critique assez dure de la religion,
mais qui en même temps joue un peu une alternative à l'idéologie marxiste de l'époque. Je rappelle juste un des ouvrages qui, je pense, m'a remarqué, pas celui qu'a traduit Sibel Hassan Ouazzani, mais un autre ouvrage qui est intitulé La liberté de la presse et le suffrage universel, qui est un ouvrage très important. Et je pense que la vocation journalistique, l'importance de la presse comme levier du changement social a été très importante dans le parcours de Sibel Hassan Ouazzani. Maintenant, sur l'usage du pont-levis, moi, ce que je peux remarquer sur la manière dont il a traité de la région, il y a une discussion qui peut être ouverte, et je n'ai pas le temps de l'ouvrir ici, c'est quel est le niveau de défense qu'a produit Sibel Hassan Ouazzani à un parti pris laïque. Ça, c'est un premier élément. La deuxième question, quel rapport, comment lui-même il a réinterprété dans une production idéologique, essentiellement, pas scientifique, comment il a réinterprété le corpus religieux, essentiellement par quelle entrée. Et ça, c'est la deuxième question qui me semble importante. Alors, par rapport à la première question, je pense que, et ça, une étude honnête des textes de Hassan Ouazzani nous arrive à la conclusion que c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est un laïc caché ou un laïc occulté, mais il est au moins, il a été un des grands défenseurs de la séparation du religieux et du politique. Et sur le contexte de l'époque, l'adversité et aussi la concurrence politique, notamment de l'autre symbole du nationalisme, c'est l'FSI, fait que c'est un parti pris qui aurait pu être extrêmement dangereux s'il était exprimé de façon aussi claire, telle que l'exprimaient d'ailleurs les idéologues de la Deuxième République française, là où il s'est nourri, si vous voulez, dans le cadre de l'école libre de sciences politiques. Et la deuxième chose que je voulais savoir, c'est comment il a construit le corpus. Comment il a construit le corpus. Et là, je suis en train de développer cette question sur le corpus. C'est la manière un peu plutôt éclectique et de choisir ses entrées. Et je pense que deux entrées me semblent importantes dans la manière dont il a construit son rapport au corpus, j'allais dire pas uniquement coranique, parce qu'il a aussi utilisé le corpus coranique, mais dans l'explication à la fois de deux choses, la nécessité d'un pouvoir, donc la nécessité d'un pouvoir et la question de l'ordre, je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui revient souvent dans son travail. Donc le deuxième élément qui me semble important, c'est l'utilisation des versets liés à la question de la consultation et d'où d'ailleurs le titre du parti lui-même, Shura wal-Istiqlal, cette idée que la démocratie, ou une modalité du référentiel démocratique qui est en potentiel, c'est pas une réalité, un potentiel dans le monothéisme, tout simplement, était inscrite dans cette modalité, cette obligation faite aux prophètes d'abord et faite aux gouvernants par la suite, par conséquence, de consulter. Ça, je pense que c'est un élément important dans l'usage que Sibel Hassan Ouazzani a fait de la religion. La deuxième chose qui, je pense, est très importante, c'est la question de l'élite dans cette pensée. Et là aussi, l'élite éclairée, la responsabilité d'une élite, l'importance d'une élite est quelque chose. Et donc cette question de l'élite est là aussi est référencée de façon relativement importante, à la fois donc au corpus coranique, c'est-à-dire les élus, les élus de Dieu, les apôtres ou les disciples du prophète, les dix qui en a promis de parler. Donc cette question que l'importance de la médiation éclairée
toutes ces questions, Sidi Hassanoui va développer pour associer à la fois la nécessité de la consultation, avec des échelles très différentes, la consultation de l'élite et la consultation du peuple, et la question de l'idée d'une élite qui est un peu le porte-drapeau de la libération d'une société. Là aussi, je pense que quand on lit le livre Islam et État, Hassan al-Wazani a beaucoup hésité à mobiliser le référentiel califat. Et on le voit très gêné dans la façon de mobiliser ce référentiel califat. Et entre El Mawardi et Ibn Khaldoun, il a plus insisté, préféré utiliser Ibn Khaldoun dans la mesure où ça rendait possible, en réfléchissant sur un concept central dans les rapports gouvernants-gouvernés, qui est le concept de Wazir Ibn Khaldoun, de pouvoir développer une magistrature qui n'est pas une magistrature théocratique, mais une magistrature politique, comme un peu comme le disait Gardé dans un civil, un des chemins de laïcité que rendait possible à la fois la conjugaison du référentiel monothéisme absolu, c'est-à-dire Dieu est seul souverain, et l'homme n'étant qu'un délégataire de cette souveraineté, et la nécessité de constituer ces délégataires qui sont la communauté dans son nom. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je pourrais, s'il y a une contribution écrite par la suite, faire un travail beaucoup plus développé. Je tenais à être présent dans ce parterre, surtout en voyant un peu ses amis, notamment Mustafa, qui est juste devant moi et qui me rappelle que j'ai une dette vis-à-vis d'un autre et que j'y travaille. Et donc, je tiens à vous remercier, Huria, et bien sûr, tout ce que je viens de dire de façon très rapide et relativement schématique va dans le sens pour consolider un peu le statut de précurseur dans un contexte de Sidi Hassan al-Wazani, dans un contexte difficile. Et je pense que s'il y a une idée de ce qu'on peut appeler de la séparation du religieux et du politique dans l'œuvre de Sidi Hassan al-Wazani, latente, mais parfois explicite, il y a surtout cette idée d'ouverture, de séparation au niveau domestique, et sa vie elle-même étant un exemple de mise, j'allais dire, pas en quarantaine, mais de délimiter les espaces du religieux, du domestique et du politique pour le bien de l'humanité. Je vous remercie. شكرا مرة أخرى سي محمد على هذه المداخلة القيمة، والتي بطبيعة الحال وقفت بنا مرة أخرى على صعوبة التوافقات أو الموافقات التي كان على المثقفين بصفة عامة وعلى سي محمد الحسن الوزاني القيام بها، وهي موافقات بين منظومة فكرية قائمة الذات الحرية والمساواة تشكل مرتكزها الأساسي، وبين منظومة تقوم على قراءة معينة للإنسان، وهي المنظومة ذات الطبيعة أو ذات المرجعية الإسلامية. وهذه أمور في الحقيقة طرحت على الكثير من المثقفين ولا زالت إلى اليوم. ويطرح سي محمد مسألة أساسية هي علاقة أو رؤية محمد بن الحسن الوزاني للعلمانية، يعني كفكرة أساسية كانت حاضرة خاصة عند الكثير من المثقفين الذين ارتبطوا بالثقافة الفرنسية. وذكرنا سي محمد بالأساس على أساس أن سي محمد بن الحسن الوزاني ربما كان أول مغربي تخرج من سيونس بو باريس، يعني أول مغربي حصل على دبلوم من هناك. وهذا يفيد على أساس أن التحديات كانت كبيرة بالنسبة إليه، بقدر ما كان يعني نوعا ما مطلعا على الفكر الغربي وعلى الإشكاليات الكبرى، بقدر ما كان بطبيعة الحال يستمع إلى هذه الثقافة أو إلى هذه التربة التي جاء منها من فاس، والكل يعلم فاس وإشعاعها ومدرسة القرويين وما كانت تمارسه من ضغط أو من أهمية في تكوين أي شخصية مغربية سواء عاشت في هذه المدينة أو درست فيها. وبطبيعة الحال نوعا ما
عندما طرح أو عندما اختار السي محمد الطوزي أن يرى أين يضع يعني في السي محمد بن الحسن الوزاني بين بن خلدون أو الماوردي، فاختار أن يكون بطبيعة الحال بن خلدون هو المرتكز الأساسي، علما أن ابن خلدون أيضا لم يخرج حتى وإن كان مشروعه الفلسفي ومشروعه الفكري مشروع مهم، ولكن لم يخرج من هذه الثقافة وبقي وفيا لهذه الثقافة التي هي الثقافة الإسلامية. شكرا سي محمد مرة أخرى، وأحييك أولا على حضور وعلى حرصك الدائم للمشاركة في جميع اللقاءات العلمية، وأشكركم وأشكر الجميع. وسأعطي الكلمة الآن هذا هو البرنامج، سأعطي الكلمة للحاضرين بطبيعة الحال من أجل التفاعل مع هذه العروض، وأستمع إلى الجميع وأسجل المداخلات، فتفضلوا سنفتح لائحة أولى. وهذا لنسمي أو عن شكركم مرة أخرى أولا على الحضور في هذا الجو الذي يعني جادت علينا به السماء بأمطار غزيرة، نتمنى أن تدوم. فلكم الكلمة.